Tu sais, quand on regarde comment les ingénieurs essayent de régler les problèmes d'embouteillage chronique dans les grandes villes, la première réaction, c'est souvent de se dire allez, on va élargir les routes. Ouais, ou synchroniser les feux rouges différemment. Exactement. Sauf que, au final, ce sont juste des petits pansements sur une infrastructure qui est déjà complètement cassée. Et il arrive un moment où la densité est telle que rajouter des voies, ça empire le problème en fait. C'est le fameux trafic induit, ouais. Voilà. Et la seule vraie solution, qui est évidemment beaucoup plus complexe, ça serait de repenser entièrement le plan d'urbanisme. Genre abandonner le modèle centralisé pour créer un maillage où les gens n'ont même plus besoin de faire ces déplacements massifs. C'est carrément une refonte totale du système d'exploitation de la ville, quoi. C'est exactement ça. Et je trouve que cette différence entre un simple correctif et une refonte de la structure, c'est vraiment le cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui pour cette nouvelle exploration en profondeur. Donc bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je suis ravie d'entamer cette discussion. Salut. Eh ouais, je suis bien d'accord. Parce que face aux crises économiques ou écologiques qu'on traverse, la plupart des solutions qu'on entend, c'est un peu l'équivalent d'élargir les routes. Bah oui, de nouvelles taxes, des régulations, des subventions. C'est ça. Et c'est très rare de tomber sur une initiative qui propose littéralement de réécrire le code source de la société au niveau local. Et pourtant, c'est précisément l'ambition un peu vertigineuse du projet qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'objectif, c'est d'analyser ce qui s'appelle l'écosystème La Terre Éco. Un gros morceau. Ah oui, on a une pile de sources fascinantes sur la table. On a des extraits d'un blog technique super détaillé, les notes de conception d'un jeu de société, le manuel d'un logiciel de banque alternative qui s'appelle Cyclos 4. Et son application mobile d'ailleurs. Ouais, tout à fait. On a aussi le profil de leur association sur Hello Asso, les métadonnées d'une chaîne YouTube immense avec plus de 500 vidéos. Et il y a même 2 livres numériques qu'ils ont sortis directement sur Amazon pour poser leur base théorique. Par contre, avant de plonger là-dedans, faut vraiment qu'on pose un cadre d'analyse très strict pour ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est important de le préciser. Parce que les textes fondateurs de cet écosystème latérico, ils décrivent notre système économique actuel de façon très très sévère. Ils parlent d'une pyramide toxique. Ah oui, les mots sont forts. Très fort. Ils décrivent une mécanique qui serait basée entièrement sur la dette, la manipulation, et ils mettent en avant ce qu'ils s'appellent le grand découplage du pouvoir d'achat qui s'étalerait de 1995 à 2026. Et du coup, notre but ici, c'est absolument pas de prendre parti. Exactement. On n'est pas là pour valider ou invalider cette vision politique. L'intérêt de notre discussion, c'est vraiment l'ingénierie de leurs réponses. On va analyser de façon purement factuelle comment ils essayent de construire une autonomie locale avec tous ces outils gratuits et principalement numériques. C'est ça. Et d'ailleurs, le premier truc qui m'a marqué dans leur document, c'est que la toute première étape pour bâtir cette autonomie, ça commence pas par de la haute technologie ou par de la finance. Non, pas du tout. La priorité pour eux, c'est d'abord de neutraliser l'anxiété des gens face aux crises. Parce que si t'es paralysé par la peur, tu fais rien. Et pour créer ce déclic psychologique, ils utilisent un truc tout bête sur le net, un kit de résilience téléchargeable gratuitement. Et qui contient le fameux jeu Latérico. Voilà. Et ça, c'est brillant. Pourquoi un jeu, à ton avis ? Le format ludique, c'est une vraie décision d'architecture sociale. En fait, quand on parle d'effondrement ou de crise majeure, les gens ont tendance à lever des barrières défensives. Ce qui est normal, c'est très anxiogène. Ouais, on n'a pas envie d'y penser. Voilà. Mais un jeu, ça dédramatise. Ça contourne ces barrières. En plus, les sources insistent bien sur le fait que ce kit est sous licence copyright libre, ou copyleft. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement le copyleft dans ce contexte ? En gros, ça veut dire qu'aucune entreprise ne peut s'approprier les règles pour les revendre. Si tu modifies ou que tu partages le jeu, ça doit obligatoirement rester gratuit. Donc, juridiquement, ça devient un bien commun qu'on ne peut pas altérer à des fins commerciales. Ah, malin ! Et quand tu regardes le jeu en lui-même, c'est pas juste un petit jeu sympa pour passer le temps. Il y a 90 chapitres ou thèmes qui sont divisés en 4 domaines: l'être, le foyer, la communauté et la société. Et c'est ultra pointu. Mais de fou. Par exemple, la case 57, ça te parle de phytoépuration. Donc, filtrer les eaux usées avec des plantes. Ouais. La case 47, c'est carrément comment construire un dôme géodésique. T'as d'autres cases sur la communication non violente ou comment gérer des conflits. C'est vraiment le manuel de survie complet. Intéressant, c'est comment ils y jouent en groupe. Dans les documents, ils expliquent qu'ils font des sessions qui réunissent parfois de 10 à 100 personnes. Et ils appellent ça le loto des connaissances. Ouais, ça, j'ai adoré l'idée. Ils tirent les thèmes au sort et les participants ont des espèces de tablettes avec 2 couleurs.
Bleu, ça veut dire je possède cette compétence, et orange, ça veut dire je recherche cette compétence. C'est génial. J'ai pensé à un truc en lisant ça. C'est littéralement l'inverse du Trivial Pursuit. Comment ça? Dans le Trivial Pursuit, le savoir, c'est une arme. Tu étales ta culture générale pour gagner tes petits camemberts et écraser tes potes. Ouais, c'est super compétitif. Voilà. Alors que là, dans ce loto, le savoir devient un outil de coopération. Le but, c'est pas de gagner seul. C'est de réaliser que, dans un rayon de 3 kilomètres, j'ai un voisin qui s'est réparé un toit et une voisine qui s'est purifiée de l'eau. Exactement. Sauf que, et c'est là que l'expert intervient, c'est pas qu'une prise de conscience mignonne pour écolo convaincu. Ah non, non, si. Non, parce que ces données sont enregistrées en temps réel pendant la partie. Le jeu, c'est juste une interface sympa pour faire une cartographie hyper précise des ressources humaines d'un territoire. Ils appellent ça la bourse au talent. Ah ouais, donc il crée une base de données locale. C'est le fondement même de leur intelligence collective. Pour eux, la créativité humaine, c'est la seule vraie liberté face au système. D'accord. Mais alors, ça soulève un problème très concret. Mettons que le loto révèle que Jean sait réparer une charpente et que Marie cultive des légumes incroyables. Si Jean aide Marie, comment on comptabilise ça? Parce que tout l'enjeu, c'est de se passer de l'euro, vu qu'il rejette le système bancaire. C'est là qu'on bascule sur l'outil informatique central de leur écosystème, une plateforme qui s'appelle Cyclos 4. Cyclos 4, voilà. C'est un logiciel libre, open source, avec une application mobile qui sert à créer des banques solidaires décentralisées. Et tout repose sur un concept qu'ils appellent l'unité temps, ou UT. Et la règle, elle est super simple, non? Radical même. 1 minute égale 1 unité temps. Point barre. Donc ça fonctionne comment au quotidien? C'est du crédit mutuel. C'est très différent d'une banque classique. T'as pas besoin de déposer de l'argent ou de demander un prêt avec des intérêts toxiques. Tu crées ton profil, tu commences à zéro, et tu peux directement demander 2 heures d'aide à ton voisin pour, je sais pas, réparer ton vélo. Même si j'ai rien sur mon compte. Exactement. Ton compte passe à moins 120 UT, vu que 2 heures c'est 120 minutes, et celui de ton voisin passe à plus 120 UT. La somme globale de la communauté reste toujours à zéro. C'est vraiment inspiré du jardin d'échange universel, le GEI. La monnaie n'est pas stockée, elle est créée par l'échange lui-même, sur la promesse que tu rendras ce temps à la communauté plus tard. Ok. Sur le papier, c'est super beau et égalitaire. 1 heure d'un neurochirurgien vaut 1 heure de tonte de pelouse, mais physiquement, il y a un hic. Lequel? Les coûts matériels TELIS. Si le mécanicien passe 3 heures sur ma voiture, je le paye en UT pour son temps. Très bien. Mais la courroie de distribution, la pièce physique, il a bien dû l'acheter en euros chez un fournisseur normal, lui. C'est l'objection classique. Et c'est là que les concepteurs ont pensé un truc qu'ils nomment le cercle vertueux. Ah, raconte. Leur but initial, c'est pas de supprimer l'euro par magie du jour au lendemain. C'est d'utiliser cette monnaie temps pour économiser les euros sur tout ce qui est service du quotidien. Ah, donc si je paie ma garde d'enfant ou mon soutien scolaire en unité temps, Voilà. À la fin du mois, il te reste beaucoup plus d'euros sur ton compte bancaire classique. C'est une sorte d'épargne, dégagée par la soustraction des services marchands. ok, je vois. Et c'est là que le deuxième effet du cercle intervient. Ces euros économisés, tu dois surtout pas les dépenser dans de la surconsommation. La doctrine, c'est de les réinvestir dans du matériel de résilience lourd. Genre des panneaux solaires ou d'isolation? C'est ça, des filtres à eau de haute technologie, des terres agricoles. Et une fois que tu as acheté ça, tes factures d'eau et d'électricité en euros baissent encore plus. Ah ouais, c'est redoutable comme mécanique. Tu siphonnes tes besoins en euros petit à petit. Exactement. Les textes disent qu'en 5 ans avec cette discipline, un foyer devient quasiment autonome. Lutter, l'unité de temps, ça devient un bouclier contre l'inflation. C'est hyper malin. Sauf que, j'y pense, pour que ça marche, il faut que l'offre de compétences sur Cyclos 4 soit super variée. Si tout le monde sur l'appli sait juste promener des chiens, mais que personne sait installer un filtre à eau, tes UAT, elles servent à rien. Et c'est la vulnérabilité du système, oui. C'est pour ça qu'ils ont dû monter une véritable machine de formation de masse totalement gratuite. La fameuse base de connaissances en ligne. Voilà, donc on a parlé des 2 bouquins sur Amazon qui posent la théorie, mais pour la pratique, ils ont un blog qui sert de manuel détaillé, et surtout, ils ont cette chaîne YouTube, @leterco. Franchement, les chiffres de cette chaîne m'ont scotché. Quand on a regardé les métadonnées, il y a 544 vidéos. C'est colossal. C'est un travail de dingue. Et c'est pas fait au hasard. Les vidéos sont triées dans des playlists qui correspondent exactement aux 90 thèmes du jeu de société. Ouais, on retrouve la phytoépuration, le dôme. Tout.
Tu trouves des tests super pointus, genre une évaluation de la grosse batterie solaire Fossibot F7200, et juste à côté, un tuto ultra low-tech sur comment fabriquer un mini réchaud avec une boîte de conserve, le DIY Tin Can Mini Stove. J'adore le contraste. C'est vraiment un Wikipédia de la survie en vidéo. Mais tu sais ce qui m'a le plus étonné dans cet espace numérique? Que ce soit sur le blog ou dans les commentaires YouTube? La modération, je parie? Mais oui, leurs règles sont dingues. Ils appliquent un truc qu'ils appellent la charte de l'esprit paisible. C'est très strict. C'est même radical. En gros, le débat d'opinion est purement et simplement banni. Tu n'as pas le droit d'écrire un commentaire du genre «Votre méthode de compostage est nulle, la science dit qu'il faut faire autrement», c'est interdit. Non, ils considèrent que l'opinion et le débat, c'est polluant et énergivore. Exactement. La seule chose que tu as le droit de poster, c'est ton expérience factuelle. Tu dois dire «Bah moi j'ai fait comme ça, avec tel outil, et voici le résultat que j'ai obtenu». En fait, c'est un énorme pied de nez aux algorithmes des réseaux sociaux actuels. Complètement. Aujourd'hui, Twitter, Facebook ou YouTube poussent le clash et la polarisation pour faire de l'engagement. Eux, en interdisant le débat, ils forcent la création d'une bibliothèque purement empirique. Une expérience ne vient pas contredire la précédente, elle s'y superpose. Et ça construit ce qu'ils appellent dans leur texte une puissance de granit. J'aime beaucoup cette image. Ils opposent le savoir-faire humain, la débrouille manuelle, à ce qu'ils nomment la puissance de cristal. C'est-à-dire notre système technologique actuel. Voilà. Notre système, il est magnifique, hyper complexe, mais il est fragile, comme du cristal. Il suffit d'une panne de serveur ou d'une pénurie de semi-conducteurs à l'autre bout du monde et tout s'arrête. Alors que la puissance de granit, une fois que la compétence est dans ta tête et dans tes mains, personne ne peut te l'enlever. Pas même une coupure Internet. Sauf que... Et là, il y a un énorme paradoxe que tu as sûrement remarqué. Ah, vas-y. Toute cette puissance de granit qu'ils veulent construire, elle repose pour l'instant sur une infrastructure de cristal hyper fragile. Bah oui, c'est vrai. Pour télécharger le jeu, voir les 544 vidéos, utiliser l'appli Cyclos 4 ou lire le blog, t'as besoin de câbles sous-marins, de data centers, de l'électricité H24. Si le fameux effondrement qu'ils redoutent arrive demain, leur super écosystème numérique disparaît direct. Une vraie stratégie pour ancrer tout ça dans le monde physique. Et le plus fou, c'est la méthode qu'ils utilisent pour financer ça. Hello Asso. Mais oui, ils utilisent bêtement une cagnotte Eloasso avec de vrais euros, de la monnaie fiduciaire classique. C'est quand même ironique, non? Ils dénoncent la pyramide financière, mais ils récoltent ces euros. On y reviendra sur l'ironie, parce que c'est très théorisé chez eux. Mais à quoi sert cet argent, du coup? À construire ce qu'ils appellent des espaces Armageddon. Ça fait très film catastrophe des années 90. Carrément. Mais en réalité, c'est très pragmatique. C'est pensé comme des tiers-lieux, des espèces de bunkers logistiques et sociaux au niveau local. Ok. Et on y trouve quoi? Déjà, un centre de com, avec des radios indépendantes, genre des VHF, UHF et des CB, pour continuer à se parler, même si les antennes relais des portables sont mortes. Ensuite, il y a une zone de troc physique. Et surtout, c'est là que se trouve le guichet physique pour la monnaie temps. Ah, ok. La sauvegarde de cyclotâtre. Exactement. Si l'application mobile crash, ou pour les gens qui n'ont pas de smartphone, les transactions en unité temps sont validées manuellement sur des bons vieux carnets en papier. Et des opérateurs resynchronisent ça avec la base de données dès que le réseau revient. C'est ce qu'on appelle de la redondance système en ingénierie. C'est du solide. Et ils ont d'ailleurs un autre outil, tu sais, pour les petites interactions qui ne nécessitent pas de sortir le gros carnet comptable. L'application Oranger Service. Voilà, c'est pensé pour la courtoisie géolocalisée. Genre, t'as besoin d'un coup de main de moins de 10 minutes pour porter un frigo ou emprunter une perceuse. Bam, tu utilises ça, pas d'argent, pas du thé. Et puis n'oublions pas que dans cet espace Armageddon, il y a aussi un bar associatif. Ah bah oui, il faut bien boire un coup. Mais blague à part, ça montre qu'ils ont compris que la résilience, c'est pas juste des calculs de survivalistes, c'est aussi maintenir le lien social. C'est clair. Par contre, faut qu'on parle de ce paradoxe dont tu parlais tout à l'heure. Cette contradiction d'utiliser Amazon pour vendre leurs livres, YouTube pour héberger 500 vidéos gratuitement et Eloasso pour capter des euros. C'est ce qu'ils appellent la stratégie de la complémentarité. Ouais, explique-nous ça, parce que c'est hyper cynique en fait. Complètement cynique, mais très rationnel. En gros, ils ne croient pas à la rupture brutale. Ils disent l'ancien monde a l'argent et l'infrastructure de distribution. Le nouveau monde, lui, a besoin de construire ses bases physiques. Donc, ils piratent le système.
C'est le mot, c'est du parasitage assumé. Ils siphonnent les ressources de la pyramide financière qu'ils détestent pour financer l'évasion de leurs propres membres. C'est comme transférer progressivement son poids d'une jambe sur l'autre. Tu t'appuies sur le vieux système capitaliste jusqu'à ce que tes infrastructures locales soient assez solides pour que tu puisses lever l'autre jambe et avancer. C'est fascinant de maturité, honnêtement. Donc si je résume tout ce cheminement, l'écosystème Latereco, c'est vraiment une boîte à outils dingue. T'as la théorie, avec les bouquins, le kit téléchargeable pour dédramatiser et cartographier les compétences par le jeu. T'as l'indépendance, avec l'en de Cyclos, 4. T'as la formation continue, avec la chaîne YouTube et le blog. Et l'ancrage dans le réel avec l'espace Armageddon financé par cet argent classique via Eloasso. Il essaye vraiment de livrer le code source d'une nouvelle société clé en main. Ouais. Et tu sais, au-delà de la prouesse logistique, moi, il y a une réflexion économique dans leur texte qui m'a vraiment retourné le cerveau. Ah ouais Laquelle? C'est sur la nature même de leur monnaie. Si tu poses comme principe absolu que la minute de vie humaine est l'étalon de valeur, comme ils le font avec l'unité temps, bah, biologiquement parlant, chaque humain naît avec un capital identique, incompressible, de 24 heures par jour. C'est vrai, tout le monde a 24 heures, on peut pas en épargner dans un paradis fiscal, on peut pas en hériter de ses parents. Exactement. Et si une communauté arrive vraiment à faire tourner ses besoins essentiels là-dessus, bah, les mots comme chômage ou pauvreté, ils perdent tout leur sens. Attends, comment ça? Bah, un chômeur au sens classique, dans cet archipel autonome, c'est juste quelqu'un qui dispose d'un capital temps maximal de 24 heures à investir dans la communauté. Il est riche en temps. Ah ouais! C'est vertigineux vu comme ça? Ouais. L'oisiveté, le fait de ne rien faire, qui est aujourd'hui hyper stigmatisé, vu comme un fardeau, bah là, ça change de nature. Si tes factures d'énergie sont effacées par tes panneaux solaires et que tu as du temps libre, l'oisiveté devient la preuve absolue que ton système de résilience fonctionne. C'est le signe d'une sécurité totale. Ça bouscule complètement notre définition de la richesse, quoi. Eh bien, c'est une pensée incroyable sur laquelle méditer. Évidemment, remplacer le système d'exploitation de la société en plein vol, ça comporte un risque de crash monumental, mais face à un modèle actuel qui sature cet écosystème, prouve qu'on peut au moins imaginer d'autres façons de coder notre coopération. C'est ça l'essentiel, ouais. C'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui. On laisse à ceux qui nous écoutent le soin de tirer leurs propres conclusions sur tout ça. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Salut Evelyne.